Je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fabrique ça, qu'est-ce qui nous a influencé, parce que ça permet d'améliorer son processus de fabrication. L'objectif, c'est capter d'abord ce que moi j'aime, c'est-à-dire les paysages coréens, ce que je connais, de ces ambiances, des lumières, qui moi m'inspirent tout le temps. Le fait que je sois absolument fasciné de voir des paysages tout le temps, voir ce que la nature fait, elle toute seule, sans nous. Il y a une interview qui est super intéressante de Sting, où à un moment donné, le journaliste a une question, et je trouve absolument géniale, parce que fondamentale, c'est de lui dire, mais comment, vous étiez que 3 ? Comment vous avez fait ? On a fait avec ce qu'on avait. Et on en a tiré le meilleur parti. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Pour que l'expérience d'écoute de ce podcast soit complète, une fonction de chapitrage est disponible sur tous les épisodes de ce podcast, sur les plateformes d'écoute bien sûr, ou sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Cette fonction vous permet de vous rendre directement au thème qui vous intéresse au sein même des épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Pierre Magnol. Alors qui est Pierre Magnol ? Pierre est un artisan de l'image. Il arbore de nombreuses casquettes dans ce domaine. Au cours de son parcours, il a travaillé pour des enseignes prestigieuses se trouvant aux 4 coins du monde. Le groupe Canal+, par exemple, Netflix, la Ligue de football américain, la NFL, et plus récemment pour le film d'Alexandre Astier, Kaamelott, dont il est le superviseur des effets spéciaux. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et l'évolution des projets qu'il a pu mettre en place et auxquels il a participé. Dans cet épisode, Pierre Magnol va nous parler de ses méthodes de travail, de ses influences, de ses inspirations et de ses rencontres et collaborations. Vous allez comprendre ce qu'est l'infographie en général et le motion design plus précisément. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Pierre Magnol. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Parfait, tout va bien, impeccable. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Et puis merci de m'accueillir chez toi. On est dans ton jardin. Je ne sais pas si on entend un petit peu le bruit des oiseaux. Il fait un temps magnifique. On est sur ta terrasse. Je suis ravi de t'accueillir parce que dans le coin, en Corrèze et à Brive, il y a effectivement beaucoup d'activités dont on ne connaît pas forcément l'existence. Il y a beaucoup effectivement de talents qu'on ne soupçonne même pas. Alors toi, pour te présenter un petit peu, mais tu vas le faire juste après. Tu es infographiste, tu es motion designer, tu es monteur vidéo, réalisateur, cadreur, photographe, directeur artistique et formateur. Alors déjà, première question comme ça, est-ce que j'en oublie ? C'est une sacrée liste. Je sais pas. Oui, c'est en même temps, c'est aussi un petit peu la vie des travailleurs indépendants, autrement dit des freelance dans mon métier. Et qui plus est, quand on est en province, la plupart du temps, là où, à contrario, dans les grandes agglomérations, on demande à être spécialisé, ici, on doit savoir un petit peu tout faire. Ouais. Donc, c'est plus le résultat d'un parcours. Ça fait longtemps que je fais ça, maintenant. Voilà, c'est 25 ans. Donc, c'est juste le résultat de l'accumulation de toutes les expériences et de tout ce savoir-faire. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de vraiment exceptionnel. C'est plus le résultat d'un parcours. Voilà. On finit par toucher à tout. Donc, on fait un petit peu tout. Alors, on ne fait pas tout bien. Non, on fait un petit peu tout. Ok. Alors, j'ai cité effectivement tes différentes casquettes, mais est-ce que je peux te demander de faire une présentation de toi ? Oui, ce qui n'est pas chose. C'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile. Je réfléchis. C'est toujours. Donc souvent, oui, j'emploie le mot infographiste. Ouais. Voilà. Ça, c'est parce que l'infographie, c'est comme un frigidaire, un frigo, ça regroupe plein de choses. C'est le fait d'utiliser un ordinateur pour fabriquer des images. Voilà. Donc oui, je suis infographiste. Voilà, je fabrique des images, des vraies images, des fausses images, de l'image en 2D, de l'image en 3D. Donc je suis infographiste 3D. Je suis aussi monteur. Ça, c'est ma formation de base en audiovisuel. J'ai été monteur pendant quelques temps au sein du groupe Canal+, pour la chaîne Demain.
Et j'officie depuis mon bureau ici en Corrèze, à Saint-Méance, à côté de Brive-la-Gaillarde. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Tu te définis un petit peu comme un faiseur d'images. Tu parlais de ce côté pluridisciplinaire et c'est vrai que contrairement aux différentes agglomérations, les grandes villes comme à Paris où tu montes certaines fois par rapport à certains projets où tu es parfois peut-être contraint de monter parce que parfois tu préfères effectivement rester ici parce que tu peux travailler avec le monde entier en fait. Quand on est effectivement dans ces villes de province, on se doit d'être effectivement d'exercer effectivement dans ce domaine-là un côté vraiment varié, d'avoir dans tous ces métiers de l'image quand on est effectivement photographe, cadreur, vidéaste et travailler effectivement sur l'infographisme comme ça et sur le motion design, on est obligé effectivement de toucher un peu à tout. Oui, il faut avoir cette appétence pour toutes les différentes technologies, les différents champs d'application. Mais encore une fois, il faut vraiment le mettre en vis-à-vis avec la durée. Dans la durée, le temps depuis... Enfin, ça fait 25 ans que je fais ça, donc ça peut sembler bizarre de se dire qu'on pratique tous, qu'on officie dans tous ces domaines-là, mais c'est vraiment à mettre au regard de mon parcours et depuis quand je fais ça. Mais en même temps, quand je peux parler des profils des jeunes hommes et jeunes filles infographistes que je rencontre au long de mes différents projets, ou dans les boîtes de production, les agences avec qui je travaille. En définitive, quand ils ont ce potentiel d'avoir un ordinateur, un appareil photo, une caméra, ils se brident pas à faire qu'une chose naturellement. Ils ont envie de tout faire. Donc naturellement, on a envie de toucher à tout ça. Donc au départ, on tâtonne et puis au bout d'un moment, on finit par quand même maîtriser 4 ou 5 domaines. Au bout de 4-5 ans déjà d'expérience, assez naturellement, on est capable de faire tout ça. Est-ce que c'est une affaire de génération ? Est-ce que il y a encore 10 ou 15 ans, les personnes qui se destinaient à une spécialité étaient justement vraiment spécialistes. Je fais un peu le parallèle avec la musique. Par exemple, j'ai invité effectivement un musicien qui était à peu près de ma génération et vers laquelle il se fermait à rien, à aucun instrument particulier, à aucun style particulier, au contraire de certains musiciens qui étaient un peu plus anciens et qui se spécifiaient à un instrument qui était très technique sur leur instrument. Est-ce que tu vois un peu le parallèle par rapport à ça ? Oui. Pour avoir été questionné là-dessus à différentes reprises pour différents événements, je suis pas le seul à qui on pose la question, surtout sur les gens de ma génération. J'ai pas de réponse toute faite là-dessus. On va dire que là, à date, mon intuition par rapport à ça, c'est que c'est à mettre en parallèle avec le fait qu'à un moment donné, la technologie, l'informatique, le numérique, le multimédia, dans les années 90, ont mis à notre disposition des choses qui ne l'étaient pas avant. Tout simplement la baisse du prix du hardware, donc de l'informatique, la baisse du prix du software, des logiciels, le fait qu'aujourd'hui on puisse avoir sur notre bureau, ne serait-ce qu'avec un ordinateur portable, donc un laptop très simple, de premier prix, on puisse faire énormément de choses. Donc je pense que l'envie qu'avaient les musiciens d'autrefois, les infographistes, les peintres, les photographes, leurs envies étaient souvent contraintes par le prix du matériel. Pour moi, c'est aussi simple et aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand on faisait de la musique, le prix du matériel, et quand bien même on ait eu des envies de toucher à tout, le fait de ne pas pouvoir, par exemple, s'auto-sampler en musique, aujourd'hui, le nombre d'artistes qu'on peut trouver sur des coopératives musicales comme Bandcamp, par exemple, on voit le nombre de personnes qui s'autoproduisent, qui sont
des arrangeurs de folie et qui s'auto-samplent sur plein d'instruments qu'ils maîtrisent plus ou moins et ce qu'ils arrivent à en sortir, c'est incroyable. Bah, en infographie, c'est le même phénomène. Dès lors qu'on s'est mis à avoir accès à des technos, logiciels, hardware, peu importe, mais voilà, la baisse du prix global de ce à quoi on a eu accès nous a permis d'aller vers tout ça. Enfin, on pouvait être rassasié d'avoir accès à tout ça. Et en musique, c'est la même chose. Le menuisier qui m'a aidé à faire ma terrasse a accès lui-même à des outils qui étaient complètement inabordables avant. Voilà. Donc je pense que la démocratisation des outils a été le déclencheur pour des gens comme moi. Je suis devenu freelance à une époque où on a pu commencer à se payer des choses qui nous permettaient de faire ce qu'on ne pouvait faire avant qu'en régie ou dans des régies télé ou sur des plateaux télé. On s'est mis à avoir accès à ces technos. Je ne peux pas nommer toutes les révolutions notables, mais par exemple, au niveau de la prise de vue, le jour où il me semble de mémoire que c'est Nikon qui a tiré le premier, on a pu filmer avec un appareil photo. Donc avec vraiment la qualité intrinsèque que procure une image photo, une image pellicule en numérique, ça a révolutionné la prise de vue. Enfin, tout bonnement et simplement. On s'est mis à pouvoir sortir des images dont l'esthétique et la plastique se rapprochaient de celles des caméras cinéma. Donc ça a carrément démocratisé cette esthétique-là qu'on retrouve aujourd'hui, mais absolument partout. Jusque sur son iPhone d'ailleurs. Donc pour moi, c'est lié à ça. C'est... comment dire, on a pu se rassasier de pouvoir quasiment tout faire et toucher à tout. Alors après, on le fait bien, on le fait pas bien, ça c'est autre chose. Hein, c'est pas le garant de la qualité, ça saurait sinon. Mais c'est juste que voilà, vous pouvez toucher à tout. Donc à partir du moment où on peut toucher à tout, on peut être un peu le maître de son monde et de son univers et être autonome dans la manière dont on produit. Là même, le matériel que tu utilises pour m'interviewer, c'est... Là, si on se replace il y a 30 ans en arrière, c'est juste incroyable. Ouais. Tu as cette capacité à te déplacer, à aller n'importe où et produire quelque chose de broadcast. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, il est encore en vigueur aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir diffuser, radiodiffuser ou télédiffuser un signal. Donc, c'est juste extraordinaire. Alors, pour revenir un petit peu sur ton parcours et comment tu en es venu effectivement à ce que tu es aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne effectivement en arrière et savoir quel enfant tu étais, quel élève tu étais et comment tu en es venu à effectivement pratiquer toutes ces disciplines du monde de l'image. J'ai vu effectivement dans une interview que tu voulais au tout départ faire un métier manuel. Et le côté photographe, vidéaste aujourd'hui, c'est considéré, ça a le statut effectivement d'artisan. Et c'est vraiment comme ça que moi je le vois et je crois que tu le vois effectivement aussi comme ça sur ce côté-là. Comment s'est passé effectivement ton enfance et ton approche par rapport à ce métier de l'image? Je sais qu'il y a eu quelques points déclencheurs, mais est-ce que tu peux m'en parler? Oui. Bon, très rapidement, la scolarité, pas terrible du tout. Étant dyslexique, c'est comme aujourd'hui, on va dire que la dyslexie s'accompagne à l'école, mais de ceux de ma génération, c'est un vrai souci, on va dire. Donc une scolarité pas terrible, chaotique, j'ai pas de qualification particulière, je sais pas, j'ai pas appris un métier, j'ai navigué un petit peu à vue. Il n'y a rien d'extraordinaire et d'exemplaire à dire. C'est plutôt, on va dire, constat d'échec, on va dire, au niveau du cursus scolaire, voilà. D'accord. Tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris sur le tas. J'ai eu quand même, je suis passé par des formations continues, une fois en Greta à Limoges, et une formation continue dans une école d'audiovisuel à Paris. Donc à chaque fois des formations je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, globalement, c'était des périodes de 9 mois, à chaque fois avec des périodes de stage de 3 mois en entreprise. Et par contre, ces formations, à chaque fois, m'ont donné un métier derrière. Alors, pas que la formation, c'était des formations reconnues
qui nous donnait directement un ticket d'entrée, mais j'ai fait en sorte de transformer ces formations, de les optimiser pour vraiment apprendre ce dont j'avais besoin, parce que j'avais déjà des objectifs pro derrière et je savais à peu près où je voulais aller. Donc à chaque fois, ça m'a permis de rentrer dans des entreprises qui m'ont amené vers ces univers de l'image, du multimédia, du numérique, du trucage. Mais quant à l'image, à savoir pourquoi est-ce que j'ai atterri là-dedans, j'ai toujours été fasciné par l'image en général, depuis que je suis tout petit, par le cinéma en particulier. Le cinéma, la musique au cinéma, les clips. Mais là non plus, il n'y a rien d'exceptionnel, parce que quel enfant ne l'est pas? Je sais pas, tous les gens avec qui je discute en général de cinéma ou de musique, on vérifie qu'on est tous un peu passionnés par quelque chose dans ces domaines-là, donc il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Non, je pense qu'il y a une espèce de... je sais pas à quel moment ça s'est passé, mais je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvais pour ça, quoi, et que du coup ça m'a donné un métier. Et en l'occurrence, quand j'ai fait cette formation pour devenir monteur, j'étais pas trop mauvais et ça m'a donné un boulot tout de suite, à Canal+, à la chaîne Demain. Et après tout s'est enclenché, ça s'est enchaîné, ça serait trop long de rentrer dans les détails, forcément passionnant, mais j'ai eu l'intuition assez rapidement que j'étais pas forcément fait pour le travail en équipe, que j'avais pas envie de me limiter à quelque chose, j'avais envie de m'exprimer dans plein de domaines différents. J'ai pas de formation de plasticien ou d'artiste plasticien, j'ai pas eu de formation classique dans les domaines de l'art, quel qu'il soit. Tout s'est fait sur le tas et est venu comme ça. Mais on va dire que ce qui surnage un peu par-dessus, c'est l'envie de s'exprimer dans plein de médias différents, dans plein de domaines différents, sans forcément me limiter. Mais ça a été long, laborieux, chaotique, pas toujours couronné de succès. Mais bon, voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a rien de notable et de remarquable. C'est juste un long processus qui s'est effilé au cours du temps et qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, j'ai pas d'anecdote croustillante ou il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis juste un infographiste noyé dans la multitude des infographistes aujourd'hui, mais il n'y a rien de particulier. Si ce n'est que, scolairement parlant, je fais partie de ceux qui prouvent qu'on n'a pas besoin forcément de diplôme extraordinaire ou de cursus extraordinaire pour y arriver, en tout cas. Je parlais tout à l'heure d'éléments déclencheurs. Il me semble qu'il y a eu des créations culturelles qui ont effectivement appuyé cette volonté de vouloir être dans l'image. Je pense à Blade Runner, par exemple. Blade Runner, c'était effectivement un film qui t'a marqué et qui a fait que tu as voulu te diriger vers cette fabrication du graphisme, cette manipulation des matières numériques et cette animation. Est-ce qu'il y a eu d'autres films comme ça, Il y en a un sacré paquet, mais Blade Runner, c'est... comment dire... Je pense que pour toutes les personnes que tu as interviewées par ailleurs et toutes celles que tu rencontreras plus tard, quand tu les interviews à peu près à mon âge, c'est-à-dire à 50 ans, tu as affaire à des gens qui, à un moment donné, sont forcément posés, ont pris du recul sur eux-mêmes pour se dire, mais bon, où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours un second effet qui se coule de quelque chose qui s'est passé tôt dans notre carrière et qu'on n'a pas analysé tout de suite. On a l'intuition que ça a compté pour nous, on ne sait pas trop pourquoi, dans quelle mesure. Et puis quand on déroule le film à l'envers et qu'on se dit... parce que c'est bien de comprendre à un moment donné pourquoi est-ce qu'on en est là, ça permet de... quand on est artisan comme toi, je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fabrique ça. Qu'est-ce qui nous a influencé? Ça permet d'améliorer son processus de fabrication. Blade Runner, j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, à chaque fois que je fais une image, qu'elle soit animée, que je fasse une photo, peu importe, une image, en gros, que ça soit vrai ou qu'elle soit fausse, j'ai envie de revivre ce moment d'émerveillement.
Et le premier que j'essaye de convaincre, c'est moi. C'est-à-dire que je fais plein de choses personnelles que personne ne voit jamais. Mais en fait, je les regarde en permanence et je fais waouh quand je regarde mes images. Parce qu'en fait, je me dis, c'est possible de faire ça. C'est possible de s'émerveiller. Et à chaque fois qu'on voit une image qu'on a faite, on se dit, mais en fait, c'est super de pouvoir faire ça. Je suis pas, enfin, c'est pas une espèce d'autosatisfaction. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il y a forcément quelque chose de qui est narcissique là-dedans. Mais ce qui m'émerveille, par exemple, là, les films que je fais sur la Corrèze en ce moment, je me lâche jamais de les regarder, pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais je me dis, c'est possible de capter ce qui est beau. Tu vois ? Et je trouve ça magique. Et du coup, je repense à Blade Runner et je repense à l'émerveillement que j'ai eu de le voir. Et je me dis, mais en fait, j'ai envie de revivre ça en permanence. J'ai envie de revivre ça tout le temps. Donc, je fais des images. Et quand je les trouve chouettes, bah, je suis content parce que je me dis, ah ouais, ça... Ouais, j'ai revécu ce truc-là. Après, ça plaît pas, c'est parfait, c'est pas parfait, ça touche quelqu'un ou pas, mais je pense qu'il y a ce truc-là, un peu le mythe de Sisyphe, tu vois, où tous les matins tu te lèves, tu roules ta boule en haut de la colline, ben, c'est ça, le fait de fabriquer des images. Et Blade Runner, ça a été ça. Ça a été de me dire, ah ouais, on peut faire ça. J'imagine l'ensemble des gens qui ont bossé sur ce film-là, sans même parler de Ridley Scott, le réalisateur, mais dans ce genre de film, il y a la crème de la crème qui bosse sur ce genre de film. Les gens qui ont compté, pas que dans la science-fiction, mais dans l'histoire de l'art et du cinéma. Quand on revoit la somme de ce qu'ils ont, quand on connaît le contexte et qu'on revoit la somme de ce qu'ils ont accompli sur ce film-là et ce que ça donne, je me dis qu'on a envie de revivre ça tout le temps parce que c'est extraordinaire. Alors, pour finir un petit peu sur ton parcours, tu disais qu'aujourd'hui, tu étais noyé, et c'est ton terme, dans les motion designers en France, dans le nombre. Mais c'était... Alors, je pense pas effectivement que tu sois noyé, tu es effectivement une place prépondérante, je pense. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque où tu as commencé effectivement à exercer ce poste et ce métier et que ton travail a pu être vu, tu disais qu'il avait été vu parce que vous étiez 2, 3 en France à exercer ce métier et tu as été un des premiers motion designers en France. Et tu dis qu'à ton époque, ton travail a été vu parce que tu as apporté une pratique et un savoir-faire au bon moment et que si tu avais fait les mêmes choses quelques années plus tard, tu n'aurais peut-être pas eu le même parcours. C'est ça, oui, il y a un effet d'aubaine très certain. J'ai brandi le drapeau du motion design, enfin j'ai brandi le drapeau, c'est très prétentieux de dire ça, je disais aux gens que j'étais motion designer. C'est un truc qui parlait pas à l'époque en France en tout cas, parce que c'est une pratique anglo-saxonne, le terme en tant que tel était surtout employé par les Américains, pour plein de raisons là, qui seraient trop longues à évoquer ici. Mais oui, très clairement, je devrais attaquer, commencer ça aujourd'hui. Ça serait très compliqué. Mais comme pour tout en fait, quand quelqu'un arrive dans une mouvance qui se met en place et qu'on fait partie des premiers, on bénéficie du fait d'avoir fait partie des premiers, tout simplement quoi. Il y a pas de, c'est comme ça. C'est comme ça dans plein d'autres domaines. Par exemple. On parlait de la musique tout à l'heure. Moi, je sais que je suis fan de 2-3 des personnes qui ont commencé comme étant vraiment les premiers musiciens, beatboxers qui se sont auto-samplés. J'en parlais tout à l'heure. Donc, dans les plus connus, il y a Birdie Man, il y a Reggie Watts. Maintenant, il y a Marc Rebillet aussi qui commence à bien faire parler de lui. Bon, qui sont des artistes extrêmement talentueux, mais quand ils ont commencé, surtout Reggie Watts et Birdie Man, qui est sûrement un des premiers à avoir fait ça, et avoir été aussi un YouTuber, et avoir fait des podcasts là-dessus. Bon, ces mecs-là, aujourd'hui, c'est les pionniers, quoi. Donc, de fait, ce sont des référents. Voilà, enfin, pionniers, référents, on va dire, quoi. Moi, historiquement parlant, j'ai attaqué à un moment donné où on n'était pas beaucoup à le faire. Donc, de fait, c'est mécanique. On devient référent dans le domaine. Voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est une pratique qui s'est démocratisée à un point où aujourd'hui, le terme motion designer, c'est un poste aujourd'hui. Ça correspond à des emplois. Ça correspond à des...
des grilles de rémunération. Voilà, c'est rentré dans le cadre. Les agences emploient des motion designers. Voilà, donc c'est comme ça. Mais c'est le cours d'histoire pour n'importe quel métier. C'est comme ça. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Magnol. Alors, on utilise le terme déjà depuis le début effectivement de ce podcast, mais le motion design, pour être précis, on va dire que c'est de l'animation graphique qui est faite à partir de zéro, ou alors à partir d'une image qui est réelle, d'une photo ou d'une vidéo, parce qu'on peut effectivement partir de zéro à partir de certains logiciels, ou intégrer un plan réel et travailler à partir de celle-ci. On peut l'utiliser pour des effets spéciaux dans des films, dans des génériques, ou même dans des spectacles. Tu as même travaillé effectivement pour des pubs. Tu as travaillé pour une grande marque de parfum. Tu as travaillé aussi pour la NFL. Et aussi pour Netflix. Et tu as travaillé aussi pour, alors ça me ramène à des années en arrière, pour moi qui suis un enfant des années 90, tu as fait le générique, ça va parler à beaucoup de monde je pense, de la trilogie du samedi. Oh là, oui, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, oui, j'ai fait ça. Ouais. Alors tout ce qui était des séries Buffy comme contre les vampires, Charmed, des choses comme ça. Ouais, des choses oubliables. Oui, j'ai fait ça, ouais. Je l'ai fait d'ailleurs dans un mobil-home en vacances à l'île de Ré. D'accord. Pour être sérieux, ouais. Alors, si tu avais une définition rapide et puis concrète pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément ultra connu du ça va être très compliqué et je pense que, il y a des gens aujourd'hui plus jeunes que moi qui travaillent là-dessus. Il y a même un festival qui est organisé par un Français, un festival international. Il y a Mathieu Colombel qui est à Nantes, qui a une société de motion design qui travaille là-dessus, sur la reconnaissance du métier. Stricto sensus, et ça n'engage que moi, le motion design, c'est vraiment... la frontière est ténue entre de l'animation traditionnelle, des effets spéciaux... On va dire que concrètement, le métier a réellement commencé quand des gens ont commencé à animer de la typographie et des choses qui par ailleurs ne s'animaient pas, comme des collages qui pourraient ressembler à Chapi-Chapeau ou Papy-Vol ou des choses comme ça, voilà, où on s'est mis à faire du stop motion, c'est-à-dire de l'image par image avec de la typographie, des formes graphiques, voilà. Donc vraiment ça a commencé comme ça, c'est-à-dire on anime des choses qui jusqu'alors n'étaient pas animées. Donc tout ce qui est... c'est très difficile de le définir parce que c'est une pratique en plus qui a tellement évolué. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'ai commencé, en gros, le motion design, c'était animer de la typographie pour faire des génériques. Voilà, c'est ça. J'ai fait l'habillage d'Eurosport pendant un moment. On animait des lettres, des typos, des lignes, par exemple, qu'on faisait apparaître, se déplacer d'un point A à un point B. C'est des choses qui sont très graphiques. C'est comme si on prenait une couverture d'un journal et qu'on l'animait. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Là, aujourd'hui, c'est devenu... c'est pas... Enfin, je dis ça je suis ni un reproche, ni rien d'ailleurs, mais je trouve que c'est extrêmement galvaudé et qu'il y a des choses qui, en fait, relèvent de l'animation et des effets spéciaux qui, pour moi, ne sont pas du tout du motion design. Je pense que le motion designer est tellement touche à tout aujourd'hui que, en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec ce avec quoi j'ai commencé et les thèmes sur lesquels je travaillais. Donc là, ce que c'est aujourd'hui, d'en faire le tour et de dire ce que c'est, je sais pas, j'en serais incapable. En tout cas, ce que c'était quand moi j'ai commencé, c'était réellement ça. C'est vraiment du générique, de l'habillage graphique, de l'habillage de chaînes télé, voilà. Mais on peut très vite basculer dans uniquement que de l'animation 3D classique, animer un personnage. Il y a des motion designers qui font ça. Je sais pas en quoi c'est du motion design, mais la frontière est ténue entre toutes les différentes disciplines. Donc le définir pour ce qu'il est aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment ça. C'était animer de la typographie, essentiellement ça. D'accord. Oui, effectivement, les technologies ont évolué, les besoins des entreprises aussi ont évolué, et donc du coup, certaines spécialités s'entremêlent un petit peu. Il y a une réalité qui est évidente, c'est que dès lors que tu as un ordinateur avec des logiciels qui peuvent tout faire, et que tu as besoin de travailler, quand on te propose un boulot, tu le prends, quoi.
Alors si tu continues pendant que tu animes, je sais pas, une montre en 3D et tu dis c'est du motion design parce que tu es motion designer, ok. Mais en fait, tu es freelance, quoi. Tu vois, c'est pas... tu fais de la photo. Si tu dis je suis photographe spécialisé dans le portrait, alors que le reste du temps, bah, parce que tu as besoin de travailler, tu fais de la ligne de production, je sais pas moi, chez n'importe qui, bah, tu sais aussi faire de la photo produit, quoi. Donc voilà, le motion design, c'est ça aujourd'hui. C'est quand même beaucoup d'infographistes à qui on demande de faire beaucoup de choses et d'être voilà, multitâche et de savoir un peu tout traiter, d'avoir une approche à la fois de direction artistique. Le terme peut vite devenir cette espèce de valise fourre-tout où en fait on te dit motion designer parce qu'en fait tu sais tout faire, quoi. Ouais. Ça arrange bien. Donc voilà, c'est ténu. C'est ténu, diffus et compliqué. Tu penses que dans les années à venir, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va continuer sur cette lancée où on va effectivement, les entreprises de médias vont embaucher des personnes qui savent tout faire ou alors qui vont se spécialiser dans des catégories bien particulières? Alors, ça, c'est un débat philosophique qui dépasse ce dont on est en train de parler. Je pense que le phénomène d'ubérisation de la société, il y a quelque chose à voir. Est-ce qu'on veut quelqu'un qu'on paie peu pour savoir tout faire et tout faire vite et bien. Voilà, ça c'est un autre débat. Là, c'est autre chose. Je pense que c'est la tendance générale et qui ne concerne pas que notre métier. Oui, je pense que ce débat-là, ce niveau. Alors, est-ce qu'on a ce débat-là maintenant? Je ne sais pas si c'est l'objectif de ton podcast, mais je pense que notre métier est sous le coup de ce futur-là, moi qui m'intéresse pas particulièrement, mais qui est global, qui n'est pas lié à un métier en particulier. Effectivement, tu as une connexion Internet, un ordinateur, un appareil photo, allez, un drone, qu'est-ce que tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Et en plus, si tu pars du principe que la plupart du temps, en tant qu'artiste, tu es beaucoup plus exigeant, c'est-à-dire que ton critère de qualité est beaucoup plus haut, finalement, c'est normal que celui que réclament tes clients pour le produit que tu livres, bon, bah, qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu vois, je pense que ce débat-là, il est pas propre à mon métier, au métier que je pratique, c'est en général. Donc, oui, partant de ce postulat, un ordinateur, un appareil photo... la fibre, et puis qu'est-ce que tu peux pas faire? Donc effectivement, après, pour être, comment dire, aussi d'être le plus objectif possible, là où une agence dans les années 80 avait besoin de 4 personnes pour réaliser quelque chose parce que tout était plus long, plus coûteux, les machines plus chères, l'impression était plus chère, tout était plus cher. Là, aujourd'hui, il faut 2 personnes pour le faire. Ça, c'est le cours de l'histoire et de l'amélioration des technologies, parce qu'elles vont aussi dans le sens de la baisse des coûts global. Alors, et quand ça se répercute sur le client, globalement, a le même service, voire un peu plus efficient, pour moins cher, avec une qualité optimale. Donc, c'est aussi intéressant, mais... dans 10 ou 15 ans, si c'est la société Uber qui gagne, bah oui, on demandera à une seule personne de tout faire. Voilà, oui. C'est pas forcément souhaitable. Mais et puis dans l'absolu, c'est pas parce qu'on est tout seul et qu'on fait tout mieux, quoi. Enfin, je sais pas. Là, c'est un débat philosophique. Là, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Oui, il y a beaucoup de critères. Ouais. Alors, pour parler un petit peu de tes projets actuels. J'ai cité un petit peu tout à l'heure les différentes enseignes auprès de qui tu as travaillé. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet un peu plus tard par rapport à ta méthode de travail et comment tu es sollicité. Mais je voulais parler effectivement, hasard du calendrier, aujourd'hui on est le 21 juillet et le film d'Alexandre Astier, Kaamelott, sort et tu as participé. Tu as même fait plus que participer, tu as été un acteur effectivement assez prépondérant dans le projet puisque tu as été superviseur des effets spéciaux. Alors déjà,
avais déjà travaillé pour Alexandre Astier, pour l'Exoconférence. Oui. Tu avais fait effectivement cette introduction de création de l'univers, Big Bang, système solaire. C'était assez impressionnant. Et du coup, vous vous étiez rencontrés un peu par ce projet avant. Comment s'est fait un petit peu la rencontre? Oui, c'est par ce projet. Alors j'avais eu l'occasion de lui parler que 2 fois pour ce projet-là, l'Exoconférence, parce qu'il était déjà pris dans la création du spectacle. Non, c'est surtout avec son metteur en scène, Jean-Christophe Imbert, qui joue Caradoc dans la série, qui était le metteur en scène avec qui j'ai travaillé, et puis Marc Cardonnel, qui était aussi un responsable de production sur ce projet-là. Suite à quoi je l'ai rencontré. Après, j'ai continué à collaborer avec certains membres de son équipe pour d'autres projets, des projets musicaux. Et puis voilà, il suivait mon travail de loin, comme ça. Et puis quand est arrivé le projet, voilà, par l'entremise de son directeur de production et de Marc Cardonnel, ils m'ont demandé si je voulais participer à l'aventure. Voilà. C'est comme ça que j'ai sauté dans le bateau Kaamelott. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. C'est un projet qui est effectivement un peu pharaonique. Combien de temps ça t'a pris? Comment vous avez discuté du projet? Comment il t'a présenté les choses? Parce qu'effectivement, à l'origine, on le sait tous, c'était une série télé qui avait objectivement moins besoin de moyens, en tout cas moins besoin d'effets spéciaux. Quelques explosions par-ci par-là, quelques sorts de Merlin, des choses comme ça, mais ça demandait beaucoup moins d'effets spéciaux. Quelles ont été les demandes? Comment il est venu vers toi pour peut-être suggérer certaines choses, modifier peut-être certaines choses, demander des choses particulières? Comment ça s'est un peu passé, ça? Alors, il y a ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Je vais essayer de trouver des mots assez simples. Alors ce film-là, son film, comme d'autres films, je vais plutôt parler en général comment ça se passe quand on fait de la supervision. Les anglo-saxons ont pour pratique d'avoir quasiment tout le temps un storyboard complet, parce qu'ils ont une approche des effets spéciaux qui est beaucoup plus imbriquée, beaucoup plus organique qu'en France. En France, en général, on a un scénario. Voilà. Et à partir du scénario, il y a une lecture qui est faite et on analyse où très clairement il y a besoin d'effets spéciaux, là où potentiellement il y aura besoin d'effets spéciaux, là où on pense qu'il n'y en a absolument pas besoin. Donc là, notre expertise est requise pour aborder tous ces thèmes-là. Dire attention, là oui peut-être, là non, là oui, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'en passer? Donc on a différentes infos à notre disposition. On a le scénario, on a un budget dans lequel on doit évoluer pour fabriquer le film, le périmètre financier de ce qui va être alloué au film globalement et la part allouée aux effets spéciaux. Et à partir de tout ça, on doit sortir un cocktail, voilà, équilibré de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc à partir de là, on analyse les différentes grandes familles d'effets spéciaux. Est-ce qu'on est en train de parler d'une explosion, de rajouter des gens, enlever des gens, effacer des choses, fabriquer des choses de toutes pièces, en 2D, en 3D, il y a on fait une sorte de cahier des charges des différentes grandes familles d'effets spéciaux, parce que en fonction de ça, c'est pas forcément les mêmes personnes qui interviennent dessus. Une fois que ça est établi, on sait à peu près où on va, on regarde si on est à l'équilibre surtout. Le tournage commence et puis là on est présent sur pas toutes, mais quasiment toutes les scènes, y compris des scènes qu'on n'avait pas forcément prévues, parce que il y a des choses qui peuvent s'improviser aussi, où on est là, où on nous demande de donner notre avis sur ça, est-ce qu'on devrait faire ça comme ceci ou comme cela. C'est la supervision, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est avant, pendant et après. Parce qu'après, une fois que tout est dans la boîte, on doit rajouter ou enlever certaines choses. Et puis, donc là, il y a des équipes qu'on supervise. Moi-même, j'ai fabriqué des effets.
avec un collègue là, qui habite à côté de Périgueux, Guillaume Gaillard. Et sinon, il y avait une autre équipe que je supervisais comme ça de loin qui avait en charge d'autres effets un peu plus conséquents qui nécessitaient vraiment des grosses équipes. Mais c'est pas, comment dire, c'est un tournage qui s'est passé comme quasiment tous les tournages de ce style-là, où on est, quand on est superviseur, voilà, on est là avant, pendant et après. Donc là, situation quand même très particulière, puisque la post-prod, c'est carrément à attaquer en même temps qu'on découvrait le Covid. Donc ça a été enfin un mal pour un bien ou un bien pour un mal, je sais jamais comment on dit, donc je préfère dire les deux, les gens feront le tri. Mais tout d'un coup, ça a permis d'avoir un peu plus de recul sur ce qu'on était en train de faire et de se raviser sur certaines choses. Donc Alexandre et la production en ont pris leur parti et ça a permis d'affiner certaines choses. C'était une période très délicate. Je crois que le film, là, tout d'un coup, subit aussi en pleine ce reconfinement et ce pass sanitaire en pleine sortie. Donc, en tout cas, la vie du film n'aura pas été tranquille essentiellement à cause de ça. Ouais. Mais sinon, voilà, le métier de superviseur et la supervision, c'est ça. C'est un truc au long cours. D'accord. Oui, je disais effectivement hasard du calendrier parce qu'on est le 21 juillet et qui sort aujourd'hui. Et il sort aujourd'hui. Ouais. Par rapport à ta méthode de travail, c'est à peu près la même méthode pour tous les projets de ce type que tu exerces. Pour rentrer un petit peu un peu plus loin dans ce workflow, toi, tu es effectivement chez toi, tu travailles, comme je le disais, avec le monde entier. On t'appelle, parfois on te sollicite des 4 coins du monde pour réaliser des projets. On disait tout à l'heure que tu avais besoin, effectivement, qu'on avait besoin d'exercer plusieurs disciplines dans l'infographisme. Tu vas de temps en temps à Paris, on l'a dit tout à l'heure. Avant de travailler dans l'animation, tu travaillais effectivement, tu as commencé dans la photo, et tu disais que j'ai vu quelques interviews, que tu disais que la photo, simple, inanimée, était souvent un point de départ même pour une création graphique animée. Tu vas après travailler sur les matières, les textures, les plans, les rotations, les formes, mais à partir d'une photo. Est-ce que c'est souvent le cas? On reprend un petit peu quand tu travailles sur un projet de motion design, que ce soit pour une pub ou pas forcément pour un projet de film comme on vient de l'évoquer. Hein. Mais est-ce que ce départ en photo, déjà, peut-être parce que tu as commencé par là, c'est le point de départ un peu des projets comme ça. Alors, la photo dans cette histoire, d'abord, j'en profite pour saluer Sylvain Marchou, qui est sûrement le meilleur photographe de la place de Brive, qui m'a appris la photo il y a maintenant un paquet d'années. Un photographe vraiment extraordinaire, donc j'ai toujours trouvé le travail absolument remarquable. Et dès lors, en fait, c'est encore aujourd'hui, ça reste à la manière dont je conçois une image, c'est-à-dire le cadre. Qu'est-ce que j'ai dans mon cadre? Comment est composé mon cadre? Est-ce qu'il me semble équilibré? La lumière, voilà. Donc, quand j'évoquais la photo, c'est plus dans ce sens-là. C'est la composition du cadre. Le motion design, j'ai toujours considéré que chaque image arrêtée de ce qu'on était en train d'animer devait pouvoir donner lieu à une couverture de magazine. Dans sa mise en page, sa mise en forme, le traitement de la typographie, la justification à gauche, à droite, centrée, des lettres, les éléments de design en 2D, les patterns qu'on peut rajouter par-dessus. Donc tout ça est vraiment lié à la composition du cadre et qu'est-ce qu'on met dans son image. Donc c'est en ça qu'il y a un lien fort avec la photographie. Et je suis passé par cette case-là, on était encore évidemment en argentique à l'époque. Donc effectivement, avant de prendre une photo, on réfléchissait quoi. Parce que l'argentique. Et puis les tirages, et puis tout ça, voilà. Donc c'était pas le même coût non plus. On avait combien on avait de photos sur une péloche?
On en avait 24, Oui, je crois, 24, un truc 32, comme ça, 36, voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, c'est pas... Voilà. Euh, le montage, d'ailleurs, c'est la même chose, hein. Le montage, moi, j'ai commencé sur... J'ai fait un peu de pellicule. Après, j'ai fait du montage sur bande. On avait des machines qui nous permettaient de mettre en mémoire 3-4 opérations. Aujourd'hui, tout le monde connaît le POM Z ou le contrôle Z. Hein, voilà, je viens d'une époque où, quand on montait, on ne pouvait avoir... et encore, sur certaines machines, pas toutes, mais ce qu'on appelait le montage... comment dire, avec deux magnétoscopes, on n'avait quasiment aucune mémoire. Donc on écrivait beaucoup ce qu'on faisait, on conceptualisait beaucoup ce qu'on allait monter, la façon dont on allait monter, l'ordre dans lequel on allait monter. Donc c'est des réflexes qu'on chope, voilà, qui sont issus de cette époque où il fallait énormément réfléchir à ce qu'on faisait avant de le faire. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est moins bien ou que c'est mieux, c'est différent, mais en tout cas ça donne des réflexes d'abord extrêmement conceptualiser ce qu'on va faire avant de le faire. D'accord. On parle un peu du son. Oui. Tu dis que la part du son dans un projet, c'est 50% du résultat. Oui. Est-ce que... Alors, je pense aussi effectivement que le son a une importance vraiment particulière parce qu'il va effectivement donner une dimension, un choc, vraiment quelque chose une valeur ajoutée tout simplement. Comment toi tu vas travailler le son, parce que effectivement tu as eu cette expérience de l'image, mais tu as pu au fur et à mesure des années apprendre à justement coller effectivement les temps forts du son sur certaines images. Comment tu vas travailler le son? Est-ce que tu le travailles seul ou est-ce que tu t'accompagnes de certaines personnes qui sont spécialisées, peut-être des ingénieurs du son, des musiciens Alors non, l'époque où on devait vraiment maîtriser le son au sens technique du terme, c'est-à-dire savoir écréter du son, ça je l'ai fait quand j'étais monteur, mais bon, c'est un métier dans lequel moi j'ai jamais plongé, donc j'utilise le son qu'on fabrique pour moi. Voilà. Je travaille avec des musiciens, des compositeurs, et c'est un travail en osmose. Voilà. Quand j'ai la chance de pouvoir travailler directement avec un musicien pour une de mes créations, en général je lui laisse une carte blanche, on discute un petit peu de ce qu'on aimerait faire dessus, c'est une carte blanche et du coup je lui envoie un film et il me compose une image sur mesure dessus. Après je réadapte, comme quand on cale un meuble en fait, voilà, on finit on avance et puis on finit par le caler. Après, dans le cadre stricto sensu du motion design, où on doit avoir une grosse corrélation, donc on utilise aussi ce qu'on appelle du sound design, c'est-à-dire qu'on crée des événements sur lesquels, des événements visuels sur lesquels il y a une illustration sonore particulière qui ressemble beaucoup au métier du trucage sonore dans le cinéma, où quand on reproduit des sons qui ont pu être pris lors du tournage. Donc c'est vrai que le motion design, en l'occurrence, par exemple, vous faites apparaître une lettre en gros sur l'écran qui surgit violemment, on va mettre un son qui va illustrer cette apparition, ce surgissement. Donc ça, c'est un travail un petit peu plus fin. Encore une fois, c'est du calage, hein, mais on va travailler plus précisément sur des événements, la fréquence à laquelle ils arrivent. On essaie de l'équilibrer avec la musique. Et puis là, on travaille plus main dans la main avec le compositeur et le sound designer, qui sont souvent la même personne. Mais c'est un travail de calage. Voilà, j'utilise l'idée de caler un meuble, parce que là, j'en vois un, je vois qu'il n'est pas bien calé. Mais en gros, c'est vraiment ça, quoi. On donne un tempo, on travaille sur le tempo, on commence à travailler le séquençage de la vidéo, puis après on se dit tiens, on aimerait le ralentir, l'accélérer, donc il ralentit, il accélère, après on rajoute des événements, après on rajoute une mélodie, et puis je sais pas, comme si par exemple un peintre, si c'était pas la même personne, un peintre et un ébéniste travailleraient ensemble, je sais pas, c'est peut-être un mauvais exemple, mais voilà, il y a des métiers qui sont connexes, quoi. Quand vous faites une maison, il y a plusieurs personnes qui interviennent sur le chantier, quoi. Et voilà, à un moment donné, elles passent pas forcément l'une après l'autre. Souvent, ça s'imbrique. Il y en a une qui passe, elle arrête, l'autre reprend. C'est comme ça. Voilà. Ok. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Magnol. Tu travailles avec différents logiciels, que ce soit effectivement pour l'image ou pour l'animation. Les techniques ont évolué.
Au cours des années, je lisais que tu ne cours pas spécialement après les nouvelles technologies, mais peut-être après une nouvelle forme d'expression. Est-ce que tu te souviens... Bon, déjà, est-ce que tu te souviens avoir dit ça? C'est probable. Oui, non, mais c'est c'est ce que je pense, donc ça doit être ça, ouais. Quel type de nouvelle forme d'expression tu as en tête? Peut-être lors d'un projet, tu vas avoir une nouvelle idée, ou alors c'est un projet global à l'avenir, c'est une vision des choses? Alors, bon, petit rectificatif. Je ne devrais pas dire forme d'expression parce que j'ai pas la prétention d'en inventer une. Je crois que tout a déjà été inventé. Je fais comme tout le monde. Je suis influencé par quelque chose, je le transforme, je le modifie, mais je n'invente rien d'original, évidemment. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de faire comment dire, là, je fais beaucoup de paysages en ce moment. Ça me plaît beaucoup. Je vais aller au bout de cette expérience sur les paysages corréziens. Je sais que j'ai envie de refaire des trucs en images de synthèse, mais un peu plus barrés, un peu plus symboliques. J'ai aussi envie de faire des films en macro qui raconteraient quelque chose. En fait, c'est plus sur l'aspect formel, voilà, que la forme d'expression. Maintenant que j'y repense, c'est peut-être pas ça que je devrais dire quand j'en parle, mais je vois des artistes, par exemple, moi je vais citer comme ça, là tout de suite ça me vient à l'esprit, mais quelqu'un comme David Lynch, par exemple, qui dans la dernière saison de Twin Peaks a fait des effets, des trucages, mais vraiment kitsch, mais ça marche parce que ça sert son propos, c'est dans sa fantasmagorie, c'est dans son univers. C'est absolument pas les effets les plus parfaits du monde, mais je crois qu'il s'en fout d'abord. Mais par contre, comme quand Dali fait un tableau, on a des choses très hétéroclites dans son tableau. Malgré tout, on sent qu'il y a un lien entre tout ça. Et c'est plus ça maintenant qui m'intéresse, c'est avoir une vision d'artiste et construire un univers cohérent en utilisant différents médias, en sachant que aujourd'hui, il y a des logiciels, on peut tout faire chez soi. Il y a même des logiciels qui sont gratuits. Personne ne connaît ce logiciel dans le grand public, mais Houdini, par exemple, qui est utilisé dans les plus grosses superproductions de la planète, ce logiciel ne coûte plus rien, quoi. Mais on peut tout faire. On peut tout faire. Et je trouve que ne plus avoir de limites et plus avoir de barrières, personnellement, je trouve pas ça intéressant pour l'effort intellectuel à fournir pour créer des choses. Savoir qu'on peut tout faire, ça serait comme quelqu'un qui découvrirait qu'il est immortel. À mon avis, il deviendrait fou. Je pense que avoir des contraintes, c'est très très fort. Et il faut même savoir des fois se les imposer, se mettre des dogmes. Je trouve ça très intéressant. Il y a une interview qui est super intéressante de Sting, qui est parue sur Arte l'an dernier, en VOD, on doit pouvoir la revoir, où à un moment donné, le journaliste a une question, mais je trouve absolument géniale, parce que fondamentale, c'est lui dire, mais comment, vous étiez que 3 ? Et comment vous avez fait ? Il dit, on a fait avec ce qu'on avait. Et on en a tiré le meilleur parti. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, de se dire qu'on a... il faut... Pourquoi est-ce que le cinéma des années 70 ça reste encore aujourd'hui la référence à peu près dans tous les genres ? C'est parce que les gens avaient vraiment peu de moyens et nécessité fait loi, on dit en physique. Et ça, je trouve ça super intéressant. À un moment donné, quand on n'a pas les moyens, on ne peut qu'essayer d'avoir des bonnes idées. Donc ça nous pousse vraiment à aller vers des choses simples, pures, et qui vont directement au plus proche de ce qu'on cherche à exprimer. Donc tout avoir sous la main, c'est pas le gage d'en tirer ce qu'il y a de mieux. Il suffit de voir les films de la Marvel, qui sont catastrophiques. D'un point de vue de l'expression, il n'y a rien à dire. Et pourtant, ça bénéficie des meilleurs effets du monde. C'est pas parce qu'ils ont ça que c'est... Voilà, qu'ils expriment des idées. Ils voudraient exprimer la tristesse, je sais pas moi, du gars en train de mourir, d'Iron Man en train de mourir. Ils enlèvent tout, on voit juste Robert Downey Jr. qui est un super acteur, on enlève le costume, on enlève tout, on le met au milieu d'un bois, il est en train de mourir. C'est la même scène, elle est aussi palpitante, aussi triste, voire même plus, quoi. On enlève tout ce qu'il y a autour. Donc c'est...
quand je dis forme d'expression, c'est peut-être dans ce sens-là que je l'entends. Ouais, c'est de se dire qu'il faut essayer de ne pas perdre de vue ce qu'on essaye de faire passer, ce qu'on essaye de dire, et enlever le superflu. Ouais. De la contrainte naît la créativité. Ouais, nécessité fait loi. Ouais. On veut arriver à ça, on a ça comme matériel, on a ça comme logiciel. On sait qu'on peut arriver à dire ce qu'on a envie de dire. Pourquoi faire plus? Pourquoi rajouter des couches qui ne seraient pas... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le montage. Mais pour moi, le montage, c'est vraiment l'art de savoir enlever ce qui n'est pas nécessaire. Et des fois, dans ce qu'on enlève, il y a des choses superbes. Mais c'est peut-être effectivement, alors tu me corriges si je me trompe, mais c'est peut-être aussi un vecteur de recherche justement de créativité, parce que peut-être, moi je parle du secteur que je connais, c'est-à-dire la photo, à partir du moment où on va potentiellement avoir, par exemple si on parle de focale, si on parle de focale et qu'on a effectivement du grand angle, du portrait ou des téléobjectifs, si on se restreint effectivement à une focale fixe et qu'on part dans la rue, peut-être qu'on va avoir plus d'idées que si on avait effectivement tout un bagage de différentes focales avec lesquelles on peut tout faire en termes d'angle. Donc effectivement, c'est peut-être un bon exercice si on est quelque part en manque un peu de créativité. Est-ce que c'est un exemple qui te parle ou... Oui, bah, là, par exemple, pour les films sur la Corrèze, ce que je me suis donné des contraintes, c'est de ne partir qu'avec un trépied, ce qu'on appelle un hit hat, c'est-à-dire les trépieds très très bas du sol, pour pas vouloir aller chercher plus haut, et je me suis fixé que 3 focales. C'est le 100 mm, le 24 mm et le 50, mais que j'ai jamais sorti. Finalement, j'ai tout fait avec le 24 et le 100. Et ça date d'une expérience que j'ai eue mais il y a super longtemps, où j'avais trouvé l'approche de ce réalisateur très très intéressante. Moi, j'étais que monteur dessus. Il me disait, en fait, moi, ce que je veux, c'est ne filmer qu'au 50. Je filme tout au 50. Et je me débrouille après. Et j'avais trouvé ça super. Au début, je me suis dit, mais non, pourquoi? Et en fait, je me dis que ça crée une telle unité visuellement derrière. Et on voit tellement qu'il va chercher des trucs que tu ne ferais pas naturellement au 50 mm. Donc, je pense qu'il y a... quand Lars von Trier, alors j'aime pas tout de Lars von Trier, mais par contre, sa démarche de se fixer des dômes, je la trouve géniale. Je trouve ça génial, de se dire, on va pas faire ça. On doit se débrouiller avec ça. Et en photo, par exemple, moi, je suis un fan du 100 mm, enfin, du 105 pour être précis, et du macro parce que du coup, tu peux faire à l'infiniment grand. Et, en fait, tu peux faire des choses, voilà, tu peux aller chercher des choses très loin dans un décor, mais des choses vraiment très très proches. Je trouve que c'est faire un film qu'au 100 mm, je trouve ça génial parce que ça donne une typologie d'image très très particulière. C'est bien des fois de se fixer des choses comme ça, mais c'est bon, tout ça, c'est des histoires c'est très subjectif. On parle de choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça n'a pas de valeur absolue. Par contre, ce qui est sûr, et tous les gens qui sont passés avant moi, tous les gens que tu croises, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, que je croise, toutes et tous disent la même chose. C'est quand tu as vraiment des contraintes et tu te mets dans une position de créer des contraintes. Il y a toujours des choses sur lesquelles tu seras frustré parce que tu aurais voulu faire ça, mais tu sais que ça te pousse tellement dans tes retranchements créatifs que c'est forcément vertueux à la fin. Alors tu parlais de ton projet de paysage de Corrèze. Le premier, je l'ai vu, il me semble que c'est effectivement le premier, qui s'appelle Spring. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier, c'est sur l'hiver, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ce projet? Parce que c'est un projet qui est, quand on le regarde, très contemplatif. C'est des plans qui sont assez près. Certains sont fixes, d'autres... la plupart des plans sont fixes, mais on voit quelque part du mouvement de l'eau, du mouvement. Ouais. Que ce soit aussi des nuages, du vent, des feuilles qui sont effectivement poussées par le vent, par exemple. Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Ça a un lien forcément avec ta Corrèze natale. Est-ce que tu peux m'expliquer et faire le lien effectivement avec cette affection pour ton territoire et ce que tu as voulu montrer à travers ce projet-là? C'est l'objectif, c'est capter d'abord ce que moi j'aime, c'est-à-dire les paysages coréens, ce que je connais.
de ces ambiances, des lumières, voilà, l'ambiance et les ambiances et les lumières, voilà, qui moi m'inspirent tout le temps. Le fait que je sois absolument fasciné de voir des paysages tout le temps, de voir ce que la nature fait, elle toute seule, sans nous, déjà. Et après, je voulais le montrer sous différentes échelles, c'est-à-dire des échelles microscopiques et des échelles à l'échelle d'un paysage. Et je voulais confronter les deux, c'est-à-dire passer d'un univers infiniment petit à un infiniment grand, et voilà, et faire la bascule comme ça. Et je fais pas de drone, je fais pas d'images drone, c'est pas des images qui me plaisent, parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes, parce qu'un drone, de par le fait que sa focale une large focale, et en fait il n'y a rien de plus qui ressemble à une image de drone qu'une autre image de drone. Donc ça a son esthétique, mais pour moi ce sont des images factuelles. Alors des fois on voit des choses très belles à l'intérieur, mais c'est pas ce qu'on voit nous à notre hauteur, à hauteur d'homme, c'est pas ce qu'on voit. Donc déjà c'était tout filmé, soit pas quasiment jamais en plongée, mais souvent en contre-plongée ou à hauteur d'homme. Voilà. Donc ce qu'on voit nous, et du coup ce que je voyais moi. Voilà. Ça bouge peu parce que j'ai pas envie que ça bouge. J'ai envie qu'on s'assoie et qu'on regarde, comme quand on contemple. Voilà, c'est assez simple en fait. C'est des cartes postales. Et des cartes postales d'endroits, et si possible des endroits qui ne sont pas les gros endroits touristiques. J'ai essayé d'enlever, j'essaye d'enlever tout ce qui est infrastructure humaine. J'ai pas filmé de champs, je veux pas de choses travaillées par l'homme. J'essaye vraiment alors il y a des fois, j'ai pas pu m'empêcher, il y avait des images qui étaient trop belles, des mers de nuages notamment, là, sur les contreforts du Massif central. Bon, il y a des maisons dedans, c'est comme ça. Mais quand je peux ne pas montrer d'intervention humaine, je cadre à côté. Voilà. Oui, c'est des endroits qui sont assez peu identifiables en fait. Peu ou pas du tout. Mais il faut pas qu'il y ait eu d'intervention d'humain à l'intérieur. J'essaye. C'est pas toujours évident. Mais il reste encore des endroits. D'accord. Et donc ce lien avec la Corrèze, ce lien, le fait que effectivement tu aies voulu faire ce projet perso, parce que c'est un projet où tu es à l'initiative, c'est pas une commande. Oui, non, c'est un projet personnel. Et tu dis par rapport à ça que quand on fait un métier créatif, artistique, il faut pouvoir garder ses projets personnels pour pouvoir durer, parce que on se perd un petit peu dans ce métier. Il faut pouvoir effectivement garder une certaine fraîcheur de certains projets. C'est valable aussi pour peut-être la musique ou la peinture ou d'autres choses. Je sais pas, j'imagine, hein, j'imagine parce que je n'y connais rien, mais ce serait comme un footballeur professionnel qui pourrait plus jouer avec ses potes, quoi. Le plaisir juste de jouer avec ses potes, voilà. Bah là c'est pareil, à un moment moi j'ai un métier, je vis de commandes, de choses qu'on me commande, où on va me donner de temps en temps une liberté totale, sur d'autres c'est vraiment une commande contrainte, je dois exécuter quelque chose, j'ai un cahier des charges précis. Mais là, prendre sa caméra, partir, évadrouiller, oui c'est comme aller jouer au foot avec les potes, c'est juste que je fais quelque chose qui me plaît. Comme n'importe quelle personne, à un moment donné, a besoin de faire quelque chose pour elle. Voilà, s'évader, faire un sport, lire un bouquin. Donc ça correspond à ça. C'est plus pour, il se trouve que c'est lié à mon métier. Donc j'apprends tout le temps. Et là, quand je m'en vais, je filme ça. Du coup, j'en apprends un peu plus sur le matériel que j'utilise. J'apprends à mieux l'utiliser, à mieux l'optimiser, et puis il y a des choses que je réussis, des choses que je loupe, donc ça participe aussi de mon savoir-faire en général. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Magnol. Alors, on a parlé de là où tu te trouves, de là où tu crées effectivement tous tes projets, même si ils sont effectivement partagés avec le plus grand nombre en France ou dans le monde entier. Tu as été à l'origine d'une association, de plusieurs associations. J'entends par là le 400, l'usine numérique. C'est la même chose. C'est la même chose. Raconte-moi un peu l'histoire de cette création,
le but, l'objectif, les différents membres qui sont à l'origine, qui ont pu travailler avec toi. C'est un projet qui est effectivement assez novateur de par sa localisation et aussi de par sa discipline. Comment l'idée est venue ? Pourquoi et quelles ont été les étapes en fait. Alors d'abord, c'est né d'une rencontre avec Philippe Chapeau, qui aujourd'hui, comme moi, n'est plus du tout dans l'association 400, qui organise le Salon national de la radio à Paris, enfin du temps où on pouvait faire des salons. Ça reviendra. Et qui aujourd'hui s'occupe et a monté ce qu'on appelle le Radio House à Brive, derrière son bar. Voilà. Au départ, on s'est dit qu'on avait envie on se connaissait depuis un moment, on voulait monter un centre de formation. Et puis on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un truc un peu protéiforme. Moi, j'avais commencé à faire depuis quelque temps des films pour la compagnie de danse Hervé Koubi. Et puis on avait envie de bricoler comme des gamins avec des Lego. Voilà. Donc on a créé un centre de formation et on a créé l'association du 400 qui allait pouvoir nous aider de notre côté à supporter ces projets culturels, socioculturels. On voulait faire des ateliers pour des jeunes, on voulait créer un endroit où les jeunes pourraient venir essayer du matériel, tester du matériel. Donc ça a été un projet ultra hyper chaotique, chronophage, enthousiasmant, décevant. Ça a été tout en même temps. Ça a été une vraie auberge espagnole pendant 4 ans, le temps qu'elle a été là. On a fait tout et n'importe quoi. On a croisé des gens barges, vraiment barges. On a croisé des gens formidables. On a eu des gros clashs. On a tout vécu dans cette usine. Mais ça a été juste génial, épuisant, génial, tout quoi. Voilà. On a tout donné. On a monté un dossier à l'époque. Loïc Bentata, qui est mon voisin d'ailleurs, là, qui est un médiateur numérique, qui a énormément travaillé sur le montage du dossier. On a eu beaucoup d'argent. C'était en centaines de milliers d'euros qui nous a permis d'acheter un plateau télé, un fond vert. Voilà, on s'est investi là-dedans. On a géré ça comme on pouvait, on a eu des ratés, on a eu de super réussites, ça a donné lieu à des ateliers avec des profs, des élèves, on a fait des créations, on a fait des choses folles, abouties, inachevées, on a tout fait, on a bien fait, on a mal fait, on a été accusé d'avoir détourné des fonds publics aussi, parce qu'on avait touché sur un paquet d'argent fou, mais par contre tout a été investi dans ce matériel, dont une part aujourd'hui n'existe plus, pour autre part elle se trouve encore dans le 400 actuel. Mais ça a été, je pense, une expérience qui est arrivée trop tôt, parce qu'on faisait déjà office de coworking à l'époque. On est arrivé trop tôt, on n'a peut-être pas... on n'a pas été compris, on n'a pas su aussi en même temps bien expliquer ce qu'on faisait, parce que c'était tellement protéiforme, tellement à la marge... tellement on pouvait pas nous ranger dans des cases. On a des politiques qui nous ont soutenus, on en a d'autres qui au contraire nous ont décriés. On a tout fait avec ce truc. On a vécu à peu près tous les cas de figure possibles et inimaginables. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui s'en occupe. Nous, on a passé la main parce qu'on s'y est éclaté, on s'y est épuisé. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, comme on pouvait avec notre énergie. Aujourd'hui, ça existe sous une forme nouvelle, avec des objectifs différents, mais voilà, ça continue à exister en cœur de ville, à Brive. Voilà. C'était une super expérience. Très bien. Oui, c'est génial, effectivement, d'avoir ce projet-là ici. Alors, pour parler un petit peu, et on arrive à la fin de ce podcast, pour parler encore effectivement de la Corrèze, parce que c'est vrai que ce podcast s'appelle Visage Gaillard, et toutes les personnes que je rencontre effectivement sont de Brive ou de la Corrèze de manière générale. Est-ce qu'il y a un lieu, pas un lieu, tu vois, il manque pas beaucoup de lettres, mais... Pas bu assez de café. Est-ce qu'il y a un lieu en Corrèze, à Brive ou en Corrèze de manière générale, qui t'inspire quelque chose de particulier, dans lequel, alors il y en a beaucoup, puisque tu te déplaces beaucoup pour tes projets, tu es assez contemplatif, admiratif des paysages, mais est-ce qu'il y a un lieu dans lequel tu aimes te retrouver, en dehors de ton exercice de photographe, de vidéaste, dans lequel effectivement tu aimes te ressourcer, où tu
tu abordes peut-être un processus de réflexion, d'inspiration, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un lieu autour de chez toi qui t'inspire plus que les autres? Il y en a un, mais qui a été saccagé. Donc je n'y vais plus. Voilà. C'était le site de La Roche à La Sac. Et tant qu'à faire, autant le dire, il a été saccagé par un club de trial. D'accord. Voilà. Qui occupe le lieu. Personne n'y voit d'inconvénient et on ne peut plus y aller en famille. Voilà. C'était censé être un site classé. Ouais. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que ça touche suffisamment quelqu'un pour qu'il décide d'intervenir. Mais c'est un des plus beaux lieux qu'on ait ici sur le bassin de ce bas de la Corrèze, là, sur le bassin de la Vézère. Là, c'est un lieu magnifique. C'est censé être un site protégé et qui est juste... je vais dire un truc, ça n'engage que moi, mais saccagé par des idiots qui font de la moto, quoi. Voilà. Et du coup, je n'y vais plus. Après, sinon, quand j'ai besoin de me ressourcer, je prends un casque et j'écoute de la musique. Ou je vais me balader en Corrèze. Parce qu'il n'y a pas un endroit en particulier que je préfère. Ils sont tous tellement beaux. Mais c'est sûr que le site de La Roche... Mais ça, ça date de mon enfance. Parce que étant à La Sac, le site de La Roche, c'est quand même le site... La Roche ou le Saillant, enfin la Bontard, pour ceux qui connaissent plus précisément, qui est à proximité du barrage, ce sont des lieux vraiment magiques. Et qui sont magiques aussi parce qu'on y a nos premiers souvenirs. Ils sont pas intrinsèquement magiques. Souvent, c'est qu'est-ce qu'on y projette. C'est la rencontre de nos projections. Et donc, c'est clair que La Roche, c'est un lieu mythique. Mais voilà, l'homme blanc est passé par là. Ok, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. C'est un plaisir de te recevoir. C'est cool. On peut te retrouver donc sur ton site Bright Photon, c'est ça? Ouais. On peut te retrouver aussi sur Instagram. Est-ce que tu as un projet à partager, que ce soit peut-être de toi ou de quelqu'un d'autre, que les auditeurs peuvent effectivement aller voir? Alors oui, c'est un projet perso. C'est perso, mais je le mène pas tout seul. Je le mène avec Romain Grandchamp que j'ai rencontré il y a de ça plusieurs années maintenant par le 400. C'est quelqu'un qui est originaire du coin, qui maintenant bosse sur Brive, il est directeur de production, et tous les deux on a créé un projet qui s'appelle Détail, qui va bientôt voir le jour sous la forme d'une application où en fait on va proposer une façon, à défaut d'être originale, pas commune en tout cas, de voyager sur l'agglomération de Brive, où en fait, donc c'est un projet qui date d'il y a 2 ans maintenant. Ça date un peu, sur la base de photos que j'ai prises dans Brive-la-Gaillarde, sur des endroits pas forcément reconnaissables. Et on va inviter les gens à se déplacer en se servant de la géolocalisation pour trouver les endroits ou depuis lesquels j'ai pris ces photos-là. D'accord. Donc il y en a qui sont très durs à trouver, d'autres plus simples. Et on a des gens derrière qui nous accompagnent pour faire un jeu concours et gagner des lots qui seront toujours sous forme de biens culturels. Voilà, c'est quelque chose où on est aidé donc par et ça c'est toute la force de Romain, c'est d'avoir pu monter un dossier où la région Aquitaine, la DRAC Aquitaine nous finance l'application. Donc ça c'est ce qui a vraiment donné évidemment le gros coup de pouce à l'application. Donc la région Aquitaine nous soutient à fond sur ce projet et voilà, donc là c'est parti pour voir le jour fin septembre. D'accord. Fin septembre. Elle est déjà opérationnelle, c'est la bêta, elle marche, ça tourne. Mais normalement, fin septembre, l'application est à dispo. Très bien. Voilà. De toute façon, tous les liens, que ce soit de ton site, de ton Instagram et de tous les projets seront dans la description de ce podcast et sur l'article sur le site mathieuVitra.com/le journal. C'était un plaisir, Pierre Magnol, de t'avoir sur ce podcast. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur Pierre Magnol et le motion design et tous les projets auxquels il a participé. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/le journal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, allez y faire un tour.
N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.